Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. T'as passé un bon festival des hivernants? Écoute, un bon festival des hivernants, une grosse fin de semaine d'impro aussi avec le tournoi triple à 3 en fin de semaine. Match aux hivernants, un match jeudi dernier. Donc disons qu'on l'entend peut-être dans ma voix, un petit peu la voix fatiguée, mais écoute, ça a été franchement une très très belle fin de semaine. Tout ça partant très froid, fallait justement un paquet d'activités intérieures comme ça pour se réchauffer au cours de la fin de semaine. Nous autres, on est allés du côté du Drakkar avec l'équipe de l'autre radio privée à Sept-Îles. Ça a été très, très le fun également. Un petit voyage au Drakkar. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas vu du hockey de bonne qualité, là, junior majeur. Ça a été ben le fun également. À Côte-Nord Attitude, on va parler de la fermeture de Tri-Nord. Ça fait beaucoup jaser. Jeudi, surtout la façon que ça s'est passé, là. La compagnie officiellement se place sous la protection de la loi avec les créanciers, la loi sur les faillites. C'est avec le permanent syndical au syndicat des métallos, Yves-Aimé Boulet, qu'on va en parler dans quelques instants. Il sera avec nous en direct à Côte-Nord Attitude. Le syndicat souhaite bien sûr une relance, va s'y associer s'il y a des possibilités de relance. Groupe Tri-Nord, ça a quand même été déjà quand même assez important comme employeur à Sept-Îles. Bien sûr, la conjoncture économique n'a pas aidé dans ce dossier. On en parle avec Yves-Aimé Boulet des Métallos dans quelques instants. Également, la Fédération des contribuables, la Fédération canadienne dénonce le luxe dans la nouvelle prison de Sept-Îles. C'est notre ami Daniel qui l'a visité jeudi. C'est sûr que c'est une prison flambant neuve, mais on questionne entre autres pourquoi les télévisions plasma, pourquoi les équipements électroménagers jusqu'au lave-vaisselle de haut de gamme. Donc, peut-être qu'on aurait pu dépenser un peu moins pour les détenus puis garder de l'argent pour les aînés. C'est ce que critique en fait Carl Vallée. Il est porte-parole de la Fédération des contribuables, la Fédération canadienne des contribuables. Il sera avec nous en entrevue vers 12h25. Également jeudi dernier, on a profité du passage de Martin Coiteux et de Pierre Arcan pour passer certains messages assez clairs au gouvernement de Philippe Couillard du côté des maires et préfets de la Côte-Nord. La rencontre portait sur la loi sur l'occupation et la vitalité du territoire. Mais on le sait ici, on a vu les statistiques récemment, hein, la population diminue considérablement. Alors on pense que le gouvernement n'est pas très accommodant pour favoriser l'occupation du territoire puis une certaine relance dans la région. Et on a passé le message. C'est Luc Noël qui sera avec nous pour nous en parler vers 12h40. Il est président de l'association qui regroupe justement les maires et les préfets de la Côte-Nord, la table des préfets qui a remplacé un peu la conférence régionale des élus qui a été justement abolie par ce gouvernement libéral. Valérie, en fin d'émission, on parle d'un bel événement sportif qui se déroule chez nous, un championnat provincial. Oui, tout à fait. C'est toujours le fun quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent chez nous, disputer, peu importe le tournoi. Et là, c'est un tournoi de curling, donc le championnat provincial de curling des maîtres. En fait, c'est le tournoi provincial des maîtres et c'est les meilleurs joueurs sexagénaires de la province. Donc, il y a 16 équipes qui vont s'affronter. Ça commence cet après-midi et ça va se dérouler jusqu'au 12 mars prochain. Il y aura une soirée d'ouverture ce soir. Bref, plein de choses à dire avec Yves Perron qui est du curling de Sept-Îles. Oui, il est président du comité organisateur de cet événement-là. On a accueilli les équipes de l'extérieur hier. Il y a aussi le championnat des maîtres féminins. Hein. Il y a comme 2 championnats. Les filles, les dames aussi, donc, sont réunies à Sept-Îles, les meilleures joueuses de curling au Québec. Donc, un bel événement. Il y aura des beaux matchs à aller voir du côté du club de curling, un club qu'on a rénové récemment. C'est pas gênant de recevoir tout le Québec. Non, effectivement, un beau club de curling. Puis les gens sont invités à aller voir les matchs aussi. Bref, on va en parler tout à l'heure à la fin de l'émission. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Attitude.
Oui, les actualités régionales. D'abord, la direction régionale en santé publique de la Gaspésie. Les deux directions, celle de la Gaspésie et celle de la Côte-Nord, déplorent le taux d'accidents et de mortalité plus élevé qu'ailleurs sur les routes de nos régions. Elles sont préoccupées par la faible accessibilité aux transports actifs, les grandes distances à parcourir, la présence de véhicules lourds et d'animaux sauvages. Les traumatismes routiers constituent une préoccupation pour le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, le docteur Stéphane Trépanier. Il souhaite une stratégie d'amélioration de la sécurité sur les routes. Les deux directeurs, les directeurs des deux régions de l'Est du Québec ont déposé conjointement un mémoire dans le cadre d'une consultation sur la sécurité routière. Ils proposent plusieurs actions, dont réduire le taux d'alcoolémie permis, soutenir les services de raccompagnement, réaliser une campagne de sensibilisation sur la fatigue au volant et inviter les aînés à actualiser leurs connaissances en conduite automobile. La Côte-Nord bénéficiera de 1,5 million de dollars pour la première année du Fonds au rayonnement des régions. Le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, a expliqué aux élus de la Côte-Nord que les projets seront choisis en fonction de leurs priorités. Les maires et préfets ont profité de la rencontre avec deux ministres à cette île jeudi pour demander une stratégie et des outils pour contrer l'exode de la population. Les ministres Martin Coiteux et Pierre Arcan ont promis plusieurs actions pour le développement de la région dans les prochains mois. Le syndicat des métallos déplore la fermeture abrupte de l'usine Fab Nord à Sept-Îles. Les travailleurs ont été expulsés sans préavis jeudi en fin d'après-midi. Le syndicat entend rester vigilant et souhaite une relance. On en parle dans quelques minutes avec le représentant des métallos, Yves-Aimé Boulet, qui sera avec nous en direct à Côte-Nord Attitude. Le porte-parole de la coalition Avenir Québec en matière de sécurité publique, le député André Spénard, dénonce le coût trop élevé pour la construction d'une nouvelle prison à cette île. Il soutient que les familles du Québec voient des services importants sous-financés pendant que l'on paye du grand luxe au centre de détention. Le député de la CAQ s'explique mal que la prison de cette île abritera des télévisions plasma équipées de systèmes d'écouteurs personnels et des électroménagers haut de gamme. André Spénard soutient que Philippe Couillard fait le contraire de ce qu'il a promis en laissant grimper les taxes et en autorisant des dépenses inutiles. La Fédération canadienne des contribuables dénonce aussi le luxe de la nouvelle prison de cette île. Le directeur de l'Organisme pour le Québec, Carl Vallée, estime que l'on traite les criminels mieux que les aînés dans la société québécoise. À Fermont, il y a une panne d'électricité qui a sévi pendant près de 6 heures samedi. Ça a commencé en fin d'avant-midi, alors qu'il y avait un avertissement de froid intense qui touchait la région nordique. Hydro-Québec a dépêché une équipe sur place pour rétablir le courant aux 1640 abonnés vers 17 heures. Du côté de cette île, environ 1000 personnes ont fréquenté le Festival des Hivernants qui a pris fin hier au vieux poste de cette île. Il s'agit d'une hausse de fréquentation malgré le temps froid pour cette deuxième édition. Quelques activités ont été déplacées dans la petite chapelle du vieux poste. Les sculptures sur neige et les spectacles ont connu du succès. Au sport, il y a des athlètes de chez nous qui se sont démarqués en fin de semaine. Tout d'abord, le judoka de cette île, Étienne Briand, qui a gagné la médaille d'argent hier à l'Open européen de Prague en République tchèque. Étienne a connu un parcours parfait jusqu'en finale chez les moins de 81 kg. En demi-finale, il s'est imposé contre le Belge Sami Chouchi, mais sa série de victoires s'est arrêtée en finale quand le Belge Mathias Kass a mis fin au combat par Ripon. Et il y a également la Sicilienne Anne-Sophie Bété et les Canadiennes qui ont remporté la Coupe Clarkson dans la Ligue canadienne de hockey féminin hier à Ottawa. L'équipe de Montréal a gagné 3-1 contre Calgary. La joueuse de cette île a réalisé sa plus belle saison avec 18 buts et 18 passes en 24 parties. Hier, elle a réalisé un de ses rêves en soulevant la coupe. Et puis, il y a la délégation de la Côte-Nord qui a finalement totalisé 7 médailles et 5 bannières au 52e Jeux du Québec qui ont pris fin samedi à Alma. Les disciplines du judo et du badminton ont encore fourni toutes les médailles de la région. En badminton, nos athlètes de la Côte-Nord ont gagné la médaille d'argent par équipe et la bannière pour la 3e place sur 19 régions au classement général. La délégation ski alpin a inscrit la mention d'honneur d'esprit sportif. L'équipe de ringuettes de la Côte-Nord s'est inclinée en finale bronze du groupe B. La délégation régionale en tennis de table s'est très bien classée également, 9e sur 19. En judo, nos athlètes ont obtenu une 8e place et 4 médailles, 2 d'argent
et 2 de bronze. Voilà pour le bilan de notre délégation Côte-Nord aux Jeux du Québec. Bravo, félicitations à tous les athlètes qui ont participé. Il y a eu plein de performances, mais c'est sûr qu'on peut pas nommer tout le monde, hein. Il y avait au-dessus de 200 jeunes de la Côte-Nord qui étaient là aux Jeux du Québec d'Alma. Côte-Nord. Attitude. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne un rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondestars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Présenté par le groupe Witom. Sept-Îles Hyundai, Sept-Îles Kia et Côte-Nord Mitsubishi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Chez Maxi, c'est frais pis c'est pas cher. La preuve, écoutez la fraîcheur qui sort de ce fruit-là. Maintenant, écoutez le pas cher qui sort de ce fruit-là. Maxi. Ben oui, Maxi. Souvent, les gens me disent, « Ah ouais, ben, si t'es si brillant que ça, toi, trouve-en donc une place où c'est frais pis c'est pas cher. » Ben, c'est ça que j'ai fait. Maxi. Ben oui, Maxi. Attitude. Bon, on va parler de la fermeture de Trinor. C'est arrivé jeudi, un peu comme un cheveu sur la soupe, comme qui dirait, là. Jeudi, les gens étaient pas nécessairement préparés à ça. À la fin de la journée, il y a des huissiers qui se sont présentés sur place. On en parle avec le porte-parole du syndicat des métallos au bureau de Sept-Îles dans ce dossier. Il s'agit de monsieur Yves-Aimé Boulet. Bonjour, monsieur Boulet. Oui, bonjour, monsieur Boulet. Boulet, monsieur Boulet. Ça s'écrit B-O-U-L-A-Y. Exactement. Monsieur Boulet, finalement, ça s'est passé que de façon curieuse. Hein, ce sont vos membres. On sait qu'il restait quand même une trentaine de travailleurs qui étaient là jeudi, puis en fin d'après-midi, les huissiers débarquent, comme on dit. Exactement. En fin d'après-midi, on a pris tout le groupe de travailleurs qui restait là à Fab-Nord et on les a ramenés, puis le huissier me les a expliqué que c'était une fermeture, puis c'était lui qui prenait le contrôle des installations à partir de ce moment-là. Bon. Et puis là, est-ce qu'on sait exactement quoi la compagnie, dans le fond, ça avait été racheté en 2012 par un groupe de Rimouski. Le groupe Trinor, les quatre, là, parce qu'il y a 4 entités là-dedans, là, les 4 entités sont dans le même chapeau, là, puis c'est une faillite, là. Exactement. Après nos informations, c'est vraiment une LFI, là, le faillite et insolvabilité, dont le groupe s'est placé, là. Puis, c'est le groupe, là, Trinor, qui regroupe Fab-Nord, Mec-Nord et Ced-Nord. Les travailleurs qui sont vos membres, est-ce qu'ils perdent beaucoup là-dedans? C'est sûr que quand on a la surprise comme ça, là, on peut perdre ses dernières payes, il y a peut-être des payes de vacances, on aimerait ça avoir son dû, finalement? Ben exactement. Mais d'autres, on a pris information tout de suite avec notre service de conseil juridique. On a nommé quelqu'un, là, un avocat dans le dossier pour être capable de récupérer les sommes de tous nos travailleurs qui leur sont dus. Présentement, on est en la prise d'informations pour savoir, les vacances, les REER et les salaires. Mais, jusqu'à dernièrement, là, les salaires étaient payés, tous les comptes, là, d'assurance étaient payés. Ouais. Les cotisations syndicales, tout était payé. Parce qu'il y en a des métallos qui vivent une mauvaise expérience, là, vos collègues, les gens de Cliff, là, c'est peut-être pas ton dossier, c'est Gilles Ayotte qui nous en a parlé souvent, mais ils sont pas encore sortis du bois non plus, là. Est-ce que il peut arriver la même chose aux gens de Trinor qui restaient? Exactement. Nous autres, on fait pas la promesse que les gens vont être payés dans les prochains jours, mais nous autres, on va mettre tout ce qu'il y a dans notre côté juridique pour être capable de se mettre sur la liste des syndics puis réclamer l'argent qui nous est dû à tous nos travailleurs. OK. Pour pas que ça arrive comme les gens de Cliff, là. Il y a de l'inquiétude, j'imagine, chez vos membres, la façon que ça s'est passé, surtout de la déception, quoi. Il n'y a pas eu de rencontre nécessairement, mais j'imagine que les gars ont tous parlé à leur représentant syndical, là. On a fait une rencontre d'urgence samedi après-midi pour tous rencontrer les travailleurs puis expliquer qu'est-ce qu'on savait. C'est sûr qu'on avait de l'interrogation, on avait de l'incompréhension, mais depuis quelques mois, les travailleurs, ils voyaient que ça allait pas trop bien. Mais on n'avait aucun signe là que
cette compagnie que le groupe Trinor allait se mettre sur la loi des faillites. OK. Puis c'est ça, dans le fond, les gars sont déçus surtout, hein. Déçus. On pensait avoir une job pas nécessairement à vie, mais écoute, ça a quand même été pas mal gros déjà, Trinor. Là, moi, je me souviens 150, peut-être 200 personnes et plus, il y a quelques années à peine, quand le groupe de Rimouski a acheté ça. Là, on pensait avoir une certaine sécurité du côté de vos membres, j'imagine. Ben exactement, puis c'est une institution ici à cette île, le groupe Trinor, Femmes Nord, tu sais, ça a toujours existé. C'est là des bonnes installations, tout est bien. Oui, ça a eu d'autres noms avant aussi, là. À un moment donné, c'était alors de Chicoutimi-Nord qui avait ça. Il y a eu d'autres groupes avant ça aussi, mais ça roulait assez bien quand même. Oui, ça allait bien. On laisse pas tomber l'éponge. On a toujours espoir de vouloir travailler dans une relance, de voir comment est-ce qu'on peut... c'est sûr qu'il y a déjà eu des rencontres, des discussions. Je suis pas en train de faire de promesses, mais on peut pas laisser partir un fleuron de cette île de cette manière-là. Ouais. On va faire tous les efforts nécessaires pour représenter nos travailleurs et de remettre cette machine-là en marche, là, parce que ça a déjà été très rentable et très bon aussi, là. Ouais. Et on a des équipements chez Fab Nord, que c'est les seuls équipements qu'on a dans l'Est du Québec. Là. Je parle du plus gros pont roulant qu'il peut avoir là, dans l'Est du Québec, mais c'est Fab Nord qui l'a. Là. Mais on sait qu'ils en ont perdu des contrats dans les 18 derniers mois. Par contre, il restait les gens qui étaient là, il y avait de l'ouvrage, là. Ils faisaient pas rien. Il restait au moins un bon contrat là, avec une grosse entreprise de la région. C'est peut-être ça qui rend attrayant les actifs de Trinor, là. Ben, Trinor, oui, ça peut. Il y avait encore quelques bons contrats, mais pas... vous comprendrez que la surprise était là pour nous aussi, là, tu sais. Ouais. Même on avait des signes de la direction qui avaient pratiquement des beaux contrats qui s'en venaient. Mais vous comprendrez que... Ouais. Dis-moi donc, c'est arrivé comme une surprise pour vous autres, c'est que les relations étaient on n'avait pas beaucoup de communication avec l'employeur, quoi. Il n'y a pas eu de discussion, on n'était pas dans le renouvellement de la convention non plus. Donc on n'a pas eu de signe non plus avant-coureur là annonçant ça du côté de l'employeur, quoi. Non, aucun signe du côté de l'employeur. On le savait, plusieurs rencontres syndicales avec l'employeur, on savait que ça allait pas bien, que c'était très difficile. Mais de là à parler de faillite, on n'a jamais eu de discussion sur qu'est-ce qui allait arriver plus tard. Là. Parce que vos anciens membres, là, parce qu'il y a déjà eu beaucoup plus de monde chez Trinor, ils se sont ramassés dans d'autres compagnies, probablement à cette île, qui ont récupéré le même genre de travail qu'on faisait pour les cuves d'aluminerie Alouette, par exemple. Là. Et oui, ben, avec la loi, là, avec les nouveaux systèmes de donnage de contrat, les grands donneurs de travail, sont rendus, c'est très difficile, hein, les marges de manœuvre sont très, très, très petites. Donc, ça peut arriver, là, que les contrats, ils se séparent entre les principaux actionnaires de cette île-là. Ouais. Est-ce que vous craignez pour l'avenir dans ce niveau d'entreprise là, les entreprises, les PME finalement qui travaillent pour la grande industrie sur la Côte-Nord, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres pertes d'emplois dans ce milieu-là là, considérant le contexte, parce que le prix du fer augmente, mais pour l'instant, la production est quand même pas en augmentation là dans les grandes compagnies. C'est sûr qu'on veut demeurer optimiste, on veut faire tous les efforts nécessaires pour garder le travail ici en région. Vous savez que c'est important pour nous, puis cette île a déjà été beaucoup plus grand, beaucoup meilleur. Mais vous savez que les grands donneurs d'ouvrage, ben les marges de profit, comme je disais tantôt, là, sont petites, mais on demeure très optimiste dans l'avenir. Ah oui, vous avez l'impression qu'on est en train... La relance s'en vient. Ça prendrait peut-être une ou deux annonces, comme la réouverture de la mine du Lac-Blum. Ça ferait plaisir à bien des métallos. Ou encore, je sais pas moi, une annonce pour Mine Arnaud. Ça ferait plaisir à tout le monde aussi à cette île-là. Même dans les PME de service, comme on dit. Exactement. On vit tout là d'espoir, puis on voit quand même, comme vous le disiez, là, la reprise du prix du minerai de fer, qui est quand même relativement bien. Donc, on s'imagine, on ose croire là, que la relance va se faire en 2017, puis on va être capable d'en revenir sur le marché, puis être compétitif, parce que les gens de cette île, les travailleurs de chez Femmes Nord, c'est pas eux autres qui est en cause. Le travail était très bien fait. On avait du monde on avait une bonne expertise dans le domaine, on avait du monde d'expérience. Puis dans ce contexte-là, vous y croyez en une relance, là? J'ai lu dans votre communiqué que c'est ce qu'on souhaite du côté des métallos, puis on va l'appuyer du mieux qu'on peut, mais il faut qu'il y ait des actionnaires privés qui se pointent à l'horizon, là.
Exactement. Vous savez qu'on est déjà sur la table à dessin. On a déjà on veut rencontrer des gens, on veut essayer de tout rencontrer le milieu économique de cette île pour être capable de voir comment est-ce qu'on peut relancer ce fleuron-là. Faut pas l'oublier, là. C'est quelque chose de très important à cette île-là, le groupe Trinor, dont nos travailleurs, nos membres chez FabNord. Ouais. Quel genre, comment on peut aider à une relance quand on est un syndicat là ou un regroupement de travailleurs dans ce cas-ci, quoi? On accepterait de baisser les salaires pour que ça redémarre, des choses comme ça? On est très loin de ces discussions-là. Premièrement, là, il faut trouver des investisseurs qui sont prêts à embarquer avec nous autres, là, à embarquer dans cette belle aventure-là. Mais quand même, on l'associe beaucoup au contexte économique, là, la fermeture de Trinor. C'est pas parce que les gens les métallos ont négocié une trop bonne convention pour le secteur d'activité qu'est l'entreprise, non? Parce que il y en a d'autres qui vivent à cette île et qui n'ont pas de syndicat. Vous n'avez pas l'impression que c'est peut-être le syndicat qui a pu être un frein là-dedans, selon vous? Non, aucunement. On a toujours donné. Puis vous savez, nous autres, le syndicat des métallos, on a toujours été un syndicat de solutions. Lorsque l'employeur a des problèmes, on a toujours été capable de s'asseoir avec eux puis de gérer les problèmes et de voir à régler les problèmes. Parce que, vous comprenez, on a des gens syndiqués, mais on ne travaillera jamais dans l'esprit de fermer une industrie. On est toujours là pour les aider. Ouais. Et pour vous, les syndicats, ils ont leur place partout où il y a des travailleurs, là, que ce soit des bonissoirs, des couche-tard ou des Tim Hortons, on peut être là aussi. Vous savez que nous autres, le syndicat des métallos, on est toujours là pour revendiquer les droits aux travailleurs, les meilleures relations de travail, le meilleur climat de travail possible. Eh bien, Monsieur Boulay, Yves-Aimé Boulay, représentant porte-parole des métallos dans le dossier de la fermeture de FabNord, l'usine de Trinor à cette île. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Côte-Nord Attitude. Aïe aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie. Tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras. Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. Boutiqueattraction.com. 100% plaisir pour 50% du prix. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94. Est-ce qu'on a une prison trop luxueuse à cette île? On a procédé à l'inauguration avec 2 ministres récemment là de la nouvelle prison aménagée au prix de 91 millions de dollars. La Fédération canadienne des contribuables pense qu'on a mis le paquet, là, qu'on est peut-être plus généreux envers les détenus qu'envers les personnes âgées dans la société québécoise. Carl Vallée est le porte-parole de cette fédération pour le Québec. Bonjour, Monsieur Vallée. Bonjour. D'abord, rappelez, là, la Fédération canadienne des contribuables, c'est pas très connu dans notre région Côte-Nord. C'est un organisme national qui s'intéresse à tout ce qu'on fait avec nos taxes, si je comprends bien. Oui, exact. Donc, c'est un groupe de défense des contribuables qui se concentre sur les enjeux, justement, de gaspillage de fonds publics, de reddition de comptes de nos élus et fait également la promotion d'une réduction du fardeau fiscal des contribuables et particulièrement les contribuables québécois. Oui, donc on ratisse assez large, on regarde tant ce qui se passe du côté du fédéral que du provincial. Je voyais entre autres là un dossier sur l'endettement sur votre site internet. C'est ce qu'on surveille. C'est exactement ça. Donc tout ce qui a trait au portefeuille des contribuables, ça nous intéresse. Puis c'est la raison pour laquelle on s'est senti interpellé sur le dossier de la prison à cette île. On croit que c'est un peu indécent qu'au Québec on soit à l'aise à traiter nos criminels de mieux les traiter que nos aînés qu'on peine à nourrir. Hein. On sait qu'ils mangent des espèces de repas à $2 qui sont pas de très grande qualité. Donc c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu exagéré. On sait pas par exemple si c'était nécessaire vraiment que les détenus aient des télévisions plasma. Je pense qu'il y aurait sûrement pu survivre sans ça. Oui, et puis on l'a visité la prison là. C'est clair que tout est neuf, hein. C'est luxueux. On a un gymnase bien équipé.
télé, la salle extérieure également. On a même fait des aménagements spéciaux pour les communautés autochtones ici. En fait, la prison était probablement nécessaire pour cette île, là, parce qu'on rangeait ces gens-là dans le sous-sol d'un palais de justice complètement désuet. Mais c'est le luxe que vous questionnez. Ben exact. Puis moi, je ne questionne pas la pertinence de bâtir une prison. Puis je pense que j'imagine que votre région en avait besoin si on avait demandé une. Puis ça, c'est totalement légitime. Ça fait partie de la mission de l'État, justement, d'assurer la sécurité de ses citoyens. Donc, en construisant ces prisons-là. Puis justement, la mission, c'est de protéger le public. Ce n'est pas de rendre la vie des détenus agréable. Donc, moi, je me dis, quand vous avez laveuse, sécheuse, dernier cri, que vous avez l'accès à l'Internet sans fil, que vous avez des télévisions plasma, que vous avez des chambres individuelles, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser tout cet argent-là, alors qu'on sait qu'il y a des gens au Québec, nos aînés, qui ont façonné le Québec, qui ont construit le Québec, qui, eux, sont maltraités. Donc, je trouve ça vraiment là, aberrant puis indécent même. En fait, le message, là où vous vous questionnez beaucoup, c'est le message qu'on envoie aussi à la population québécoise. Là. Vous comparez avec les aînés, mais on pourrait comparer avec les services jeunesse et bien d'autres choses aussi, là, les écoles, oui, tout ça. Tout à fait. Est-ce que nous sommes à l'aise comme société de faire passer le droit des criminels et de leur bien-être et confort avant celui des victimes de ces mêmes actes criminels-là? Moi, j'aurais été bien à l'aise malgré le fait que mon organisation là, prône une réduction des dépenses publiques, mais j'aurais été à l'aise que cet argent-là finance à la place des groupes de défense de victimes ou des groupes d'aide aux victimes. Même j'aurais été parfaitement à l'aise avec ça, puis je suis convaincu que la plupart des contribuables au Québec auraient également été à l'aise avec ça. Ouais, c'est un autre aspect, ça. Hein? Dans le fond, le droit des victimes versus ceux des criminels, on se pose la question où est-ce que le gouvernement et le système de justice met ses priorités, là? Ben oui, puis c'est un enjeu qui fait partie donc du débat qui entoure le système de justice depuis des années. Puis je pense que beaucoup de gens, on sait qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, là, notamment par Monsieur Le Boisvenu, pour la défense des victimes et pour sensibiliser les gens au fait que notre système, à bien des égards, malheureusement, fait souvent passer le droit des criminels avant ceux des victimes. Puis malheureusement, je pense que la prison à cette île en est un malheureux exemple. Est-ce qu'il y a un parallèle ou une comparaison à faire? Parce qu'on a aussi à Port-Cartier ici là, une prison, un pénitencier fédéral, c'est de la sécurité maximum, c'est des gens qui sont là pour plusieurs années. D'ailleurs, on a les plus grands criminels de l'Est du Canada qui se retrouvent à la prison de Port-Cartier. Ils sont peut-être même pas dans les mêmes conditions, mais au provincial, c'est des causes différentes, des gens qui ont moins de 2 ans à la prison de cette île. Oui, exact. Ben oui, effectivement, je pense que c'est un débat qui se transpose tant au niveau provincial que fédéral. Je pourrais pas vous dire, par contre, l'état de la prison fédérale, je ne la connais pas, puis je voudrais pas commenter sur une prison que je n'ai jamais vue. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va devoir continuer de surveiller certainement. Puis on va le garder un œil là, au nom des citoyens, le contribuable québécois. Vous avez pas peur de donner comme un coup d'épée dans l'eau avec un message comme ça, Monsieur Vallée, parce qu'elle est construite la prison là, les TV plasma, j'imagine qu'on les a déjà équipés. Je sais pas si on va leur mettre le câble avec un super écran dessus là, mais peut-être que le message arrive un peu tard, non? Ouais, ben je pense qu'on a été placé devant un fait accompli, puis vous avez raison de le dire, mais en réagissant de cette façon-là, on espère envoyer un message à M. Coiteux pour qu'il surveille ce genre de dépenses-là, puis que ça ne se reproduise plus. Donc, on espère pouvoir prévenir d'autres situations comme celle-là, mais vous avez raison de dire que la prison est bâtie, elle est construite, c'est terminé. Elle a été annoncée, même, moi je trouve ça très très spécial que le ministre a été tellement fier de cette prison qu'il s'est présenté lui-même à l'annonce. Ça, je trouve ça complètement aberrant. Pour être franc avec vous, moi j'aurais peut-être été un peu plus discret, peut-être que j'aurais juste émis là, un communiqué de presse à la place. Bon, on les empêchera pas de venir faire des annonces pour améliorer les services aux personnes âgées dans les CHSLD. Là, on en a un qui est en agrandissement. Ils vont sûrement venir l'inaugurer aussi à cette île. Bon, ben ça serait parfait, puis ça serait parfaitement légitime, puis je pense qu'on peut beaucoup en dire sur une société par la façon dont elle traite les gens du troisième âge, notamment au Québec, des gens qui ont littéralement
construit le Québec. Je pense qu'on doit on doit leur montrer beaucoup plus de respect. Donc, on comprend bien que la Fédération canadienne des contribuables n'est pas contre les dépenses publiques dans certains domaines, mais pour les prisons, ça, on a des doutes. Ben exact. Puis je pense que c'est pas. Je pense qu'il faut quand même demeurer pragmatique. Puis il faut quand même utiliser le gros bon sens. Puis le gros bon sens, c'est que je veux dire comme des repas à $2 avec des chambres qui sont souvent comme insalubres. C'est pas un niveau de vie qui est acceptable. Puis c'est une dépense publique qui est absolument légitime et nécessaire. Eh bien, M. Carl Vallée, porte-parole de la Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup pour cette entrevue radio. Ça m'a fait plaisir, rappelez-moi. Attitude. Le Centre d'action bénévole de Sept-Îles est maintenant prêt à produire les rapports d'impôts des personnes admissibles. Venez nous rencontrer au 466 Perrault. Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 9h à 11h et de 13h30 à 15h. Le service de transport accompagnement pour les visites médicales est aussi disponible. Téléphonez-nous pour plus de détails. 962-5751. Le ministre Martin Coiteux, qui était ici à Sept-Îles jeudi, a deux chapeaux, celui ministre de la Sécurité publique. C'est à ce titre qu'il est venu inaugurer cette prison que certaines trouvent luxueuse, qui a coûté 90,9 millions de dollars à Sept-Îles. Mais il est aussi ministre des Affaires municipales et à ce titre, il a rencontré les élus de la Côte-Nord jeudi matin. En après-midi, on était convoqués pour avoir justement les commentaires des élus sur la loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. C'est donc plusieurs préfets, plusieurs maires qui étaient réunis à Sept-Îles. Le ministre responsable de notre région, Pierre Arcan, y était aussi. On fait donc un retour sur cette rencontre, le point de vue des maires et des préfets avec Luc Noël. Il est préfet en Mingani et président de l'association qui regroupe les maires et préfets de la Côte-Nord dans quelques instants. Quand tu ris, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Ce sera nous dès demain. I'm still loving you. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les 12 soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Luc Noël, il y a eu une rencontre importante avec deux ministres. Là, on a discuté d'un fonds régional du gouvernement du Québec, mais surtout d'occupation du territoire. Est-ce qu'on est satisfait de cette rencontre-là là, avec les ministres? On a passé un message clair à d'autres ministres du gouvernement du Québec pour l'occasion. Oui, certainement. On en a profité avec la tribune ministérielle, si je peux m'exprimer ce qu'on avait. Écoutez, la loi sur l'occupation du territoire, on en a fait notre deuil des années dernières, des années passées, mais on a bien avisé le ministre que si les bottines ne suivaient pas les babines dans la démarche qu'ils font pour vraiment là, assurer une occupation et une vitalité de notre territoire, qu'on ne serait pas des partenaires avec eux. Ça a été très clair. Par contre, je pense que le ministre Coiteux et le ministre Arcan ont été ouverts à nos préoccupations territoriales, mais on peut pas anticiper la réponse qu'ils vont nous donner sur les demandes qu'on a faites, mais c'est certain que pour nous, il va être important qu'on prenne en compte que la Côte-Nord est une région et pas une région comme les autres. C'est une région atypique compte tenu de l'immensité de notre territoire. Et ça, on veut le voir aussi dans les gestes et dans les écrits qu'ils vont nous amener et qu'ils vont nous proposer. On le voit dans les statistiques, là, le recensement, l'Institut de la statistique qui a sorti des choses, la démographie de la région. Ouais, on a perdu 1700 personnes là, au cours des 2 dernières années. Et ça, un peu partout sur la Côte-Nord, de Fermont en Mingani, dans cette rivière. C'est ce qu'on veut contrer finalement. Est-ce qu'il y a des solutions sur la table? Parce que le ministre Coiteux, c'est lui qui est responsable. Là. Son ministère, on dit qu'il y a encore le titre d'occupation du territoire là-dedans. Là. Tout à fait. Et cette démographie-là, écoutez, le gouvernement se doit d'être un acteur. Le gouvernement, dans une région comme la nôtre, doit nous accompagner. Si le gouvernement continue la saignée qu'il a fait au niveau de la Côte-Nord, on va avoir d'autres baisses démographiques dans les 5 prochaines années. Tu sais, on a le plus gros chantier
chantier ici, le chantier industriel en arrière d'Avray-Saint-Pierre qui s'appelle La Romaine. Et le gouvernement est en train de nous envoyer à l'extérieur de la région et nous faire mettre sous tutelle par Chicoutimi et le Lac-Saint-Jean. Ça n'a pas de sens. Et ça, on l'a dénoncé. Ils vont continuer de le dénoncer haut et fort. On veut travailler avec le gouvernement. Le partenaire pour tenter d'avoir une démographie positive, c'est le gouvernement. Si le gouvernement n'est pas là, ben c'est un des principaux responsables de notre démographie négative en région et c'est aussi le responsable de couper des postes de direction ici ou de les transférer dans d'autres régions. Dans le fond, le chantier Romaine, pour vous autres, les maires, les gens de la table des MRC de la Côte-Nord, c'est comme un exemple que le gouvernement tolère le fly-in, fly-out. Là. Il y en a d'autres exemples comme ça aussi. On pense à Optilab, par exemple, où on va abolir des postes en région pour se centraliser à Chicoutimi. C'est là-dessus qu'on a passé des messages clairs, quoi. Oui, puis le chantier Romaine, c'est l'exemple d'entente interprovinciale ou d'entente nationale qui nous passe au-dessus de la tête, puis qu'on se retrouve dans nos milieux avec ces ententes-là qui font en sorte qui restreignent l'embauche de main-d'œuvre locale ou régionale et qui nous obligent à ouvrir des bassins provinciaux pour faire venir des travailleurs ici alors que les nôtres n'ont pas d'emploi. C'est ça qu'on dénonce en région. Tant qu'on n'aura pas les mains sur les leviers pour assurer notre développement, eh bien, malheureusement, le gouvernement fait ce qu'il veut, mais il va falloir que le gouvernement, absolument, nous donne au MRC un gouvernement de proximité avec les droits qui vont avec. C'est sûr, parce que c'est la seule façon pour nous de contrer l'exode qu'on vit actuellement. En même temps, est-ce qu'on s'est senti écouté, là? Le ministre Arcan, il est ici depuis 4 jours sur la Côte-Nord. Il s'est rendu au Havre, à Bécomo, à Sept-Îles. Il a fait des inaugurations à gauche, à droite, quelques annonces de subventions. Mais là, à votre message, finalement, est-ce qu'on a l'impression que le gouvernement, va ramer dans le même sens que les élus municipaux dans les prochains mois, dans les prochaines années, là? En tout cas, j'ai vu le ministre Arcan à Bécomo cette semaine. Je l'ai vu à Havre-Saint-Pierre hier. Je l'ai vu aujourd'hui. Et mon message à moi n'a pas changé. Fait qu'il va avoir l'oreille certainement du côté où je lui ai parlé s'il ne comprend pas le message. On lui a livré, et ce matin, on lui a livré avec les 6 MRC de la Côte-Nord le même message que je lui ai parlé à Havre-Saint-Pierre hier et à Bécomo. Donc, j'espère que le ministre Arcan a compris et je suis assuré par contre que le ministre Arcan va faire le suivi du message qu'on lui a transmis. Maintenant, c'est à savoir est-ce que le gouvernement va écouter le ministre lorsqu'il va dire que dans notre région, on a besoin absolument de levier et qu'on est une région atypique et qu'on doit moduler le phare et d'autres et que M. Barrette doit laisser Optilab où ce qu'il est. On est d'accord avec le principe d'Optilab, sauf qu'il doit tenir compte des spécificités de notre région. Les solutions, est-ce que c'est toujours de l'argent, finalement, des fonds publics de plus en plus qu'on a besoin pour maintenir une population sur le territoire, peut-être ramener des gens parce qu'on en a perdu beaucoup. On pense là au fonds, justement, des régions. On parle de 1,5 million pour la Côte-Nord. C'est un peu ridicule, là. Juste le prolongement de la route 138, qui est la priorité d'un peu tout le monde dans le milieu municipal, ça prendrait peut-être 120 millions. À ce moment-là, on n'ira pas loin qu'1,5 million, quoi. Non, écoutez, c'est pas juste l'argent. C'est que les programmes soient modulés à la hauteur de nos MRC ou de nos municipalités. C'est ça la problématique. Le gouvernement doit comprendre que il y a des MRC dans notre région qui sont au niveau primaire, exemple la MRC du Golfe, et qu'il y en a d'autres qui sont rendus au niveau tertiaire ou quaternaire au niveau des Sept-Rivières ou autres. Fait que juste pour avoir une mise à niveau, il faut que le gouvernement comprenne que certaines modulations doivent avoir lieu dans certains programmes. Exemple, ils ont besoin d'égouts à Blanc-Sablon et d'eau. Si le programme est 80-20 sur les subventions, comment on peut espérer sur un projet de 7, 8, 10 millions qu'à peu près 1500 de population sont capables de payer le 20% de ce projet-là? C'est inacceptable. Donc, c'est ce genre de décision-là qui est prise. Il faut faire en sorte de les moduler sur des territoires comme les nôtres. Les deux ministres ont été à l'écoute, donc c'est ce que je comprends. Maintenant, on peut dire qu'il manque encore de volonté politique. Ils vont aller faire le message à Barrette pour Optilab. Monsieur Barrette émettait un communiqué là aujourd'hui pour dire que tout ça, c'était de la désinformation là, des syndicats, ce qui se passe avec Optilab. Est-ce qu'il y en a de la volonté politique? Est-ce qu'on en a senti? Écoutez, en ce qui a trait à M. Barrette, de l'enflure verbale, c'est pas la première fois qu'il en fait.
il nous accuse de faire de l'enflure verbale, mais M. Barrette est venu ici, a reconnu que notre région était différente des autres régions, puis applique ses politiques mur à mur. Est-ce que M. Barrette est au courant qu'il y a une loi qui assure l'occupation et la vitalité des territoires? J'en doute pour avoir pris ce genre de décision-là. En même temps, quand on dit que la région est atypique, il y a même une représentante à votre table qui a dit qu'elle était obligée de venir en motoneige parce qu'il n'y a pas de route en Basse-Côte-Nord. On avait des bons exemples. J'imagine que ce qui s'est passé un peu aujourd'hui là avec la table des MRC, ça a l'avantage de solidariser le milieu municipal. On peut le sentir comme ça? Ben, écoutez, non, on est quand même solidaires les uns des autres au niveau de la région. On connaît notre région, on connaît les besoins, puis on sait pertinemment bien que la région à côté de chez moi, si je ne l'aide pas, si je partage pas avec elle au niveau politique ses inquiétudes et vice-versa au niveau des autres régions, ben, on ne pourra pas avancer. Puis on veut pas se cannibaliser entre nous. Notre population est beaucoup trop faible sur l'ensemble du territoire pour penser à vouloir se cannibaliser parce qu'en bout de ligne, personne ne va être gagnant si on commence à vouloir avoir ce que le voisin a, si on ne l'aide pas à s'amener au moins à tout le moins au même niveau que nous ou à d'autres niveaux. En même temps, 2017, ça va être des élections pour les municipalités partout sur la Côte-Nord. 2018, probablement une élection générale au Québec. Les prochaines étapes, à part les élections, c'est quoi là? Parce que c'est peut-être lors des élections que le message va vraiment passer parce qu'il va venir des citoyens du peuple. Là. Ben, les prochaines étapes, en ce qui a trait pour nous, c'est le phare soit adapté aux besoins de notre région. Et à partir du moment où le phare va pouvoir être adapté aux besoins de notre région, parce que cette année, c'est pas beaucoup d'argent, mais il va tripler ce fonds-là. Donc, on peut prétendre que dans 4-5 ans, au lieu d'1,5 million, ça pourrait représenter 5-6 millions pour la région. Donc, de là, l'importance d'être certain que le fonds soit modulé à la façon que l'on le veut sur la Côte-Nord et avec la région atypique qu'on a, qu'on puisse appliquer les montants qui vont être alloués à ce fonds-là d'une autre façon qui peut se faire dans Montérégie ou dans la région de l'Outaouais, par exemple. Mais est-ce qu'on aimerait retourner en arrière quand même là-dedans? On n'a peut-être pas osé en parler au ministre, mais dans le temps de la conférence régionale des élus, il y avait bien plus qu'1,5 million pour des projets sur la Côte-Nord là, qui pouvaient être décentralisés et décidés en région. Est-ce qu'on aimerait revenir à l'ancienne formule ou si on est capable là, de travailler avec ce que Québec a mis en place là actuellement? Non, on ne veut pas retourner à l'ancienne formule, mais on voudrait bien par contre que l'argent qui était dévolu dans les CRE soit retourné dans les régions. Ça, on serait intéressé, mais à l'échelle des MRC. Parce que la CRE était entre les MRC, les municipalités, un autre filtre vers le gouvernement, vers les ministères. Nous, on veut parler directement au ministère, au gouvernement, mais on veut le faire par développement, par MRC. Parce que les MRC sont des gouvernements beaucoup plus proches. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'occupation et la vitalité des territoires, il y a le mot subsidiarité, qui veut dire amener le pouvoir le plus proche possible du citoyen. Et si on ne veut pas que les citoyens développent du cynisme, comme ce se fait actuellement au niveau politique, et qu'on amène le pouvoir proche du citoyen, et il aura un pouvoir aussi, à ce moment-là, de pouvoir directement interagir avec les politiciens locaux. Pour les citoyens, c'est pas justement abstrait tout ça, là, des notions un peu dans le vide, là, quand on parle d'occupation du territoire, entre autres. Lors du moment d'aller voter, c'est pas ça qui va être la préoccupation des gens non plus, là. Non, tout à fait, mais à partir du moment où on rapproche le pouvoir du citoyen, où le citoyen sait qu'il est capable d'influencer les décisions de ceux qui sont au pouvoir, ben à partir de ce moment-là, il s'implique. C'est ça. Mais là, quand le pouvoir est trop loin, quand on met trop de filtres entre le pouvoir et le citoyen, ça fait en sorte que le cynisme devient grandissant et on a l'impression qu'on peut rien faire bouger et que ça continue comme ça a toujours été. Donc, pour moi, l'important, c'est de l'amener le plus proche possible du citoyen et là, il pourra vraiment s'impliquer et interagir pour sa région. Ben, Luc Noël, préfet en Mangani et président de l'association de la table des préfets de la Côte-Nord. Merci beaucoup. Merci. Côte-Nord. Attitude. Top 10 anglo, top 10 franco. Samedi et dimanche, Valérie et moi-même, David, on vous attend pour vous présenter les 10 meilleures chansons de la semaine à Pure FM. Je vous attends les samedis dès 16h avec les meilleures chansons anglophones, mais aussi une nouveauté, un souvenir, une projection et les potins sur vos artistes internationaux préférés. Et le dimanche, c'est moi qui prends les commandes avec les 10 meilleures chansons francophones de la semaine. Pour entendre la musique de l'heure, ne manquez pas le top 10 anglo le samedi dès 16h et le top 10 franco le dimanche à 16h. Pure FM 94.1. Je gagne ma vie en livrant le courrier. C'est un bon emploi. L'air frais, ça me garde en forme. Mon sac peut peser environ 16 kilos ou 35 livres, ce qui me donne une bonne séance d'entraînement quand il fait beau. Mais durant l'hiver, c'est une autre histoire.
En fait, chaque année, des centaines de facteurs se blessent en raison de chutes sur des allées glacées, sans compter de nombreux autres Canadiens. Alors cet hiver, gardez votre allée libre de neige et de glace. Pour votre sécurité, la mienne et celle de tout le monde. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on va parler d'un bel événement qui commence aujourd'hui. Les maîtres du curling de partout au Québec sont chez nous, puis ça va être tout un tournoi au club, notre beau club de curling qui est pas gênant à montrer à tout le monde au Québec. Effectivement, un très très beau club de curling et c'est tout le temps le fun quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent chez nous. Ça fait de la vie dans la ville et là il va y en avoir pas mal. C'est commencé, en fait, ça commence cet après-midi, les premiers matchs, je crois, de ce championnat, donc des maîtres, championnat provincial des maîtres de curling. Et pour en parler, on reçoit le président du comité organisateur de ce championnat, Monsieur Yves Perron. Bon midi. Bon midi à vous deux. Et on reçoit également Michel Lachance, qui est non seulement vice-président du club de curling, mais il va être en compétition pendant cette semaine de championnat des maîtres. Bon midi, Monsieur Lachance. Bon midi, c'est un gros tournoi, ce championnat provincial-là. C'est un gros événement qui va se dérouler à Sept-Îles à partir de cet après-midi. Oui, effectivement. Les équipes sont entrées hier durant la journée. Donc, ce matin, ça pratiquait. J'arrive du club. Il y a une belle fébrilité là. Et les premiers matchs prévus à 15h30 cet après-midi. Notre ouverture d'officiel ce soir à 18h. Une belle parade, quelque chose de bien organisé. On invite la population d'ailleurs à venir s'y rendre. Et 20h, il y aura un deuxième match de la catégorie hommes à présenter ce soir. Le calibre, là, il est élevé pour ce championnat? Oui, disons que je regardais tout à l'heure sur les 16 capitaines qui sont là dans les zones, il y en a 9 qui ont fait des nationaux, disons des championnats canadiens. Fait que il y a beaucoup d'expérience. Quand on dit les maîtres, c'est quoi, Michel? C'est 60 et plus, 55 et plus? 60 et plus. C'est-à-dire c'est les meilleurs joueurs retraités au curling de 60 ans et plus. En tout cas, il y a la gamme, il y en a plusieurs qui sont très bons. J'en ai rencontré plusieurs là-dedans depuis plusieurs années. Et puis, je peux te dire que le calibre est fort cette année. Là, je voyais le regard de Michel là, quand j'ai demandé si le calibre était fort. Est-ce que vous pensez que les équipes de Sept-Îles, il y en a 5 qui vont participer? Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances de pouvoir mettre la main sur un trophée à la fin? Oui, on dit toujours dans le monde du curling que ça se passe c'est glace. Fait que toutes les équipes, l'année j'ai gagné, moi je m'attendais pas, j'ai passé, j'ai gagné. Fait que faut dire que toutes les équipes d'ici locales, on était 5 au début du côté des hommes. On a compétitionné, j'ai essayé de me classer pas du côté haut, ça j'ai pas réussi, c'est Omer aussi qui a passé. Fait que les 3 équipes qui vont être là du côté des hommes, c'est des bonnes équipes. Des femmes aussi, c'est des femmes qui ont quand même de l'expérience, qui devraient être capables, disons, de se défendre. Donc, il y a 16 équipes masculines. Vous avez fait ça en 2 divisions, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y a des équipes féminines aussi, donc une division là-dedans. Ça va ressembler à quoi l'horaire pour les matchs cette semaine? En réalité, ils ont, comme on disait ce soir, cet après-midi et ce soir, 2 matchs dans la journée. Et demain, on parle des hommes qui vont être encore en compétition demain, je pense avec 4 ou 5 matchs demain. Et puis, on se retrouve mercredi avec l'entrée des équipes des femmes. Donc, les femmes vont rentrer mercredi matin avec les pratiques. Ça donne bien, c'est la Journée internationale des femmes. Que voulez-vous, on est tellement concept. Et on passe à tout. C'est un heureux hasard. Et c'est ça, il va y avoir en fait l'entrée des femmes mercredi. Donc, il va y avoir à ce moment-là des femmes et des hommes qui vont jouer jusqu'aux grandes finales qui vont s'aborder le samedi, si on veut, les rondes, les quarts de finale, demi-finale. Et on s'en va par la suite avec nos grandes finales le dimanche, qui seront un petit clin d'œil à Télé Cogeco qui retransmettra en fait ultérieurement ces 2 finales-là. Mais on invite encore une fois toute la population à venir fréquenter le club de curling toute la semaine. C'est gratuit en passant. Oui, en plus c'est gratuit pour aller voir ces matchs-là. Vous, on est pas mal dans le point culminant là, pour le comité organisateur, c'est-à-dire le championnat qui commence cet après-midi. Mais ça doit prendre beaucoup de préparation là, pour recevoir des gens comme ça de partout au Québec. Ça ressemble à quoi le travail du comité avant le championnat? On a un comité qui est quand même très fébrile, une dizaine de personnes, plus tout ce qui s'appelle
restauration. On offre la restauration, les collations à ces équipes-là. La préparation des glaces, j'en parlais tout à l'heure. On a eu quelqu'un, en fait, un ami, je pense, de Gilles Briand, qui est en charge de nos glaces chez nous, qui est venu de l'extérieur. Donc, c'est très technique, hein, température, vitesse, comment tout ça courbe. Ces gens-là ont l'œil là, justement sur nos glaces pour rendre la compétition la plus intéressante à nos équipes de l'extérieur qui nous visitent. Et là, on se souvient quand même en 2006, hein, on avait eu le championnat provincial, ça avait été tout un événement avec Jean-Michel Ménard qui l'avait remporté, qui est encore, je pense, un des sommités en curling au Québec. Je pense que c'est encore lui qui représente là, le Québec et l'équipe Québec au championnat canadien. Pourquoi à ce moment-là on avait fait ça à l'Arena, là on fait ça? C'est pas nécessairement parce qu'on a rénové le curling puis qui est beau à montrer, c'est que on avait besoin de 5 glaces, hein, à l'époque. C'était plus d'envergure en 2006, quoi. Il y avait plus d'équipes, il y avait 20 équipes qui avaient venu, il y avait autrement dit 2 sections de 10 équipes. Fait que là, ils faisaient ça à l'Arena, il fallait 5 glaces, comme tu disais. Mais là, on est 16 équipes d'hommes, puis là, il y a des femmes, pour la première fois, les femmes à même le tournoi. En fin de compte, c'est devenu rien qu'un tournoi homme-femme. Puis, c'est ça. Fait que là, on avait fait ça à l'Arena. C'était plus grandiose, le Tancar, puis qu'on appelle maintenant. Mais avec le senior et le master, ça se fait dans les clubs. OK. Parce que c'est quand même un gros tournoi. Beaucoup de matchs à gérer dans la même semaine. Là, ça commence aujourd'hui, ça va jusqu'à dimanche. Par exemple, toi, ton équipe, vous allez jouer... Il y a des journées où vous jouez 2 parties, là. Vous jouez 7 matchs en 5 jours dans la première... Le tournoi à la ronde, là, au début, là. On commence à soir à 20h. On rejoue demain 2 parties. Une à midi et demi, puis une à 20h encore. Ça a l'air de rien, mais c'est un sport, le curling. Là. Le skip, lui, il est pas pire, il colle les shots, mais les gars qui balayent, là, ça va lui prendre des bons bras tantôt. Dans mon cas, c'est dur, c'est pour la voix, j'ai pas de voix. Ouais, c'est ça, c'est dur pour la voix, pour le skip. Mais c'est ce que probablement que les équipes qui sont là, jouent ensemble depuis plusieurs années, et même votre préparation à vous pour les équipes, c'est quoi? Cette année, mon équipe, j'ai quelques changements dans mon équipe, mais on est tellement habitué de jouer un contre l'autre, ou faire des tournois, il nous manque des joueurs, on est capable de s'adapter assez rapidement. L'équipe avec qui que je joue, moi, là, dans le tournoi, je pense qu'on n'a pas joué tous les 4 dans la même partie, sauf les régionaux, évidemment. Ouais. Et là, c'est un tournoi qui est prestigieux, le tournoi, le tournoi des maîtres, là, il existe depuis 1995. Qu'est-ce que ça fait de jouer dedans? Ça doit être un bel honneur de jouer ce tournoi-là. Ouais, les championnats, que ce soit senior, homme ou mix, c'est toujours... c'est quand même quelque chose d'important d'être capable de se classer pour aller là, parce que tout ce qui est gravite autour de ça, c'est agréable. Puis on rencontre des équipes comme nous. Fait que c'est fraternel, là, et on s'amuse ensemble, on compétitionne tout en s'amusant. Ben tout à fait, parce qu'il y a le sport dans les championnats, mais il y a aussi tout ce qu'il y a, le plaisir qu'on a à rencontrer des gens qui font la même chose que nous un petit peu partout au Québec. Et il y a entre autres le volet vendredi soir, un grand banquet qui sera donné aussi au club de curling, hein? Oui, c'est ça. C'est certain que le curling, c'est un sport de classe. On dit toujours, en anglais, on appelle ça gentleman. Ça compétitionne ferme durant une partie, mais lorsque tout est terminé, en fait, on se rassemble ensemble, on jase, on fraternise, et c'était justement ce que je vous disais hier, de voir les équipes qui se connaissent pour la plupart se rencontrer ici à cette île. Ça fait comme, je pense, un beau voyage, en fait, pour tout le monde, et on sent là, qu'il y a une belle énergie. Donc, évidemment, on aura le banquet, un très beau banquet vendredi soir. Qui en fait mettra la table là, aux portions là, des finales là, qui vont débuter là, à partir de samedi. C'est ça, moi, que je trouve qui est beau, à quel point un point commun, là, le point commun, c'est le curling, et ça fait en sorte que les gens ont du fun ensemble, puis s'entendent, même s'ils se connaissent pas nécessairement. Là. Ouais. Puis effectivement, on en parle tantôt, le championnat provincial qu'on avait eu en 2006 avait été vraiment un tremplin aussi pour le club de curling, parce que on courtise des clientèles, des gens qui aiment regarder le sport, qui se disent je vais peut-être essayer ça, ça a l'air assez bien, puis c'est ça qu'on fait aussi avec un événement comme ça. Les gens de Curling Québec qui poussent les événements vers des régions comme les nôtres, c'est très très bon, c'est très sain là, pour nos organisations. Ça nous met à l'épreuve comme comité, puis on essaie de dire regarde, on est capable de recevoir ces équipes-là toute la semaine. Puis ils étaient tout à fait heureuses de voyager, même si la distance est un peu plus grande. Ils étaient tout à fait heureuses d'arriver hier à cette île. En même temps, comment on l'explique, le fait qu'on ait 2 championnats provinciaux là, dans 12 ans à cette île, il y a quand même l'éloignement là, que c'est pas tout le monde qui est heureux quand on les annonce cette année, c'est à cette île.
île nécessairement. Nous autres, on est habitués de voyager, d'aller jouer en Abitibi, à Kenogami, un peu partout à travers le Québec. Mais le monde de l'extérieur dit, wow, le provincial est à cette île cette année. Il y en a peut-être qui ont fait des gros yeux au début. Comment est-ce qu'on explique ça? On a des amis, quoi, à Curling Québec? Disons qu'organiser, on aurait pu en organiser d'autres, mais après 2006, là, les championnats, ça a changé du côté des hommes, entre autres. Fait que on s'est pas trop avancé pour organiser. C'est sûr que la distance est là. Les gens me disent, c'est loin. Je suis bien content d'être venu te voir, Michel, parce que la plupart là-dedans, je les connais. Mais je leur ai dit, avant de partir, quand j'allais avoir perdu, puis je retournais à Montréal, j'allais trouver ça encore bien plus loin. Mais en même temps, une fois rendu, c'est tellement beau puis c'est tellement le fun. Ben, c'est ça, mais c'est certain qu'après, c'est toujours plus loin quand on retourne. Ouais. L'arrivée est toujours un petit peu plus fébrile. L'après, c'est autre chose. En même temps, 2006, je me souviens du succès de l'organisation. Là, il y a Denis Laflamme qui jouait. Il y avait des gens. Écoute, le monde a découvert le curling à cette île en 2006 en allant dans les estrades. Là, on a un beau club à présenter. Est-ce qu'on peut espérer quoi, un Canadien un jour à cette île, un championnat encore plus une coche en haut là? Il faudrait avoir un comité organisateur. Yves est prêt à s'impliquer. Yves est prêt à s'impliquer parce que on regardait ça justement sur le site où j'ai vu ça en tout cas que les championnats nationaux on peut les demander présentement. C'est pas toujours dans des grosses villes, là. Souvent, c'est le fun pour les gens de venir en région aussi. Oui, un gars de l'Ontario, lui, là, du Nouveau-Brunswick, avec ça. l'avion, il s'en vient ici. Ça soit de Vancouver, il s'en vient de pareil à l'aéroport, là, que c'est, une fois que t'es embarqué à bord, là, le pilote, là, il t'amène ici. En même temps, on va le voir cette semaine, ça favorise la concentration, là, avec son équipe. On est à cette île, il y a moins de distractions, les gens vont être curling, mais il va y avoir du gros calibre à part ça. On va aller voir ça au cours de la semaine, là. Les finales dimanche surtout, qui vont être intéressantes. Ça augmente la popularité du curling, il y en a à TV à tous les fins de semaine, à cette heure, hommes comme femmes. Même ici au club local, je pense que d'année en année, on a gagné en termes de nombre de membres. C'était le temps qu'on le rénove, notre curling. Depuis 2006, on a eu une progression peut-être constante, peut-être une dizaine de membres par année. Là, on est rendu en haut de 250, mais c'est à peu près là. Ça a toujours des gens là, un peu là, qui amènent leurs amis. J'ai commencé ça, viens l'essayer. Fait que les gens embarquent en couple ou ils viennent s'amuser. Le curling pizza, ça marche-tu encore le vendredi? Oui, quand les glaces sont une belle formule. Question personnelle, ça, parce que j'en ai fait quelques-uns l'année passée, puis c'est tellement le fun, là, puis vous êtes accueillant au club de curling aussi, puis c'est plaisant d'aller se faire une belle activité, soit entre collègues, entre amis, en famille, le vendredi. Puis les gens, ils n'ont pas à gêner, ils peuvent s'intégrer. Après des fêtes, il y a 2 personnes de madame qui ont venu au club de curling pour nous intégrer dans nos ligues. Il faut pas nécessairement arriver à 4. T'arrives à une personne, puis on l'intègre dans une équipe, puis ça va bien, puis les gens aiment ça. C'est plaisant. En même temps, là, on est un peu au pic de la saison. On a eu le tournoi Invitation Alouette qui regroupait les équipes qui compétitionnent cette fin de semaine et bien d'autres, les meilleures équipes de cette île. Il y a eu justement le tournoi que Yves est très impliqué avec son entreprise, là, Best Buy également. Ça a été un beau tournoi récréatif plus, là, mais ben fun. On est un peu au pic de la saison là avec les maîtres cette semaine, puis après ça, on va tomber en série dans toutes les ligues. Ça fait que il devrait avoir du gros calibre. En terminant les bonnes heures, là, peut-être en soirée, les gens disponibles ou en après-midi, il y a des matchs à 2h, à 7h, à 9h? Dans la soirée, en réalité, il y a toujours des matchs à peu près vers 16h, 17h30, jusqu'à les derniers 20h45, 21h. Puis le matin, ça débute 9h, 12h30 là, pour quelques plages horaires, 11h. Donc, tu sais, en réalité, l'avant-midi, je pense que les gens, ce qu'ils ont à faire, c'est de regarder un peu sur le site internet, sur le Facebook de notre club de curling ou encore le site internet du club. Les informations vont tout être là. Et ça mènera les gagnants là, de ce championnat provincial des maîtres. Le grand gagnant ira défendre en fait son titre au Canadien là, du 3 au 9 avril à Guelph en Ontario, donc ça vient quand même assez vite. Oui, il y a des enjeux. Ils vont être vraiment en voyagement là, total cette année. Michel, est-ce que c'est comme au hockey d'être local, là, le 5e joueur dans le cas du curling derrière la vitre à crier pour nous autres, ça peut aider une équipe ou ça peut déconcentrer? Ça peut pas nuire, c'est certain. C'est plaisant qu'il y a du monde qui t'encourage. On est 3 équipes hommes locales, 2 équipes de femmes. Je pense que c'est de venir les encourager.
venez voir qu'est-ce qui se passe dans notre club. Bon, mais on va y aller certainement. Tout à fait. D'inviter Jean aussi, nos clubs voisins, hein, Port-Cartier, qui est un club avec lequel on travaille aussi dans le championnat. Cette répercussion-là, là, elle est bonne pour la ville de Sept-Îles, elle est bonne aussi pour Port-Cartier, qui est à côté de nous. Yves Perron, président du comité organisateur, Michel Lachance, vice-président du club de curling. Bon tournoi des maîtres. Ben, merci beaucoup. Merci. Valérie, un gros merci pour la co-animation de Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à toi, Jean. Demain, Tommy Auger sera avec nous. Il travaille à Cogeco TV qui va diffuser, entre autres, le curling cette semaine. Au revoir, à demain tout le monde.